Ok, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir pour moi donc, de vous accueillir ce soir donc, au Palais Provincial dans le cadre donc, de la seconde conférence, ou de la deuxième plutôt devrais-je dire conférence, donc d'un cycle de 4 conférences, mais qui est relativement indépendante. Elle peut être suivie indépendante si vous n'avez pas déjà assisté au début du cycle, pas de panique. Mais je vais d'abord rappeler simplement un petit peu le contexte donc, de ce cycle, la robotisation de la vie, enjeux technologiques, juridique et éthique, qui est coordonné par le professeur de philosophie des sciences de Namur, Dominique Lambert, qui s'excuse, qui ne peut pas être présent ici ce soir. Il est retenu en Suisse en particulier. Nous avons déjà écouté la semaine passée un premier intervenant, donc Renaud Ronze, qui avait abordé les aspects plutôt technologiques en termes d'ingénieur, donc de ce qui était de l'ordre de la robotique. Aujourd'hui, nous écouterons donc René Rézoasi dans un instant, biologiste, pour nous parler de la manipulation du vivant. Et à partir de dans à peu près 15 jours, donc le 18 du 10 et le 19 du 10, auront lieu les deux dernières conférences du cycle, à savoir la première par Yves Poulet, donc professeur de droit à l'UNAMUR, ancien recteur de l'UNAMUR, le robot saisi par le droit, pour aborder évidemment la dimension plutôt juridique. Et le lendemain, directement, donc le 19 du 10, un duo, Élise Degrave, donc professeur de droit également, et Dominique Lambert, justement le coordinateur de ce cycle et professeur en philosophie des sciences. Nous parlerons donc des robots, des décideurs dans l'action publique, du droit à l'éthique, et donc le lien sera fait alors avec plutôt la dimension éthique et philosophique. Alors c'est un grand plaisir pour moi ce soir donc, d'accueillir, comme je le disais, donc, le professeur à l'UC Louvain, René Rézoasi, qui est biologiste de formation, je vous le présente en quelques traits. Il réalise une thèse de doctorat donc, en biologie moléculaire et génétique à l'Université de Louvain en 1993, et après des recherches postdoctorales qui le mènent notamment à Amsterdam, il revient toujours au travers de différents mandats postdoctoraux à l'UC Louvain, et s'intègre dès 1997 dans un projet de recherche sur les gènes OX, projet qui, je pense, me donnera en fait une orientation assez déterminante à la suite de sa carrière scientifique, articulée notamment sur une étude approfondie de ces gènes dont il nous parlera peut-être ce soir. Alors, pas du tout. Voilà, donc peut-être, mais non. Alors, à chargé de cours dans la même université en 2004, il poursuit avec son équipe ses travaux sur ces gènes, avec vraiment le mérite, et ça c'est apporté à son crédit, mais de travailler à l'unification de champs qui sont en apparence disparates, que sont la biologie moléculaire, la physiologie et l'évolution. Il est nommé professeur en 2009 et professeur ordinaire en 2016, et il occupe depuis un nombre à peu près incalculable, je dirais, de mandats au sein de l'institution et en dehors. Alors, un trait important, au-delà de ses travaux en biologie, René Rézoasi développe une réflexion transdisciplinaire, on pourrait dire critique, méta-scientifique, en fait, au départ d'idées et de concepts issus de la biologie. On atteste par exemple, et j'ai bien fait mon travail, son ouvrage, que j'ai amené ici pour ceux qui veulent le feuilleter, en 2004, un coécrit avec Dominique Lambert, justement, sur la plasticité du vivant. Alors il est aussi présent dans les médias, sur la scène publique, enrichissant donc ainsi les discussions de son expertise, et comme vous allez le voir, c'est également un excellent pédagogue et vulgarisateur, et c'est un véritable honneur pour moi de lui céder la parole à présent. Bonne soirée. Merci Olivier, on verra ça dans une heure. Donc merci à toutes et tous d'être là. Donc Dominique Lambert, le grand organisateur de ce cycle, est absent, et grand bien lui fasse, parce que je ne sais absolument pas pourquoi il m'a invité à parler ici aujourd'hui. En fait, si, bien sûr. Moi, je ne vais pas du tout vous parler de robots. Hein, je ne vais pas du tout vous parler de robots comme Renaud Ronze vous a parlé de robots la semaine dernière. Mais par contre, il y a toute une série de similitudes ou d'analogies qui vont vous apparaître, je l'espère, dans le cours de la conférence, parce que ce dont je vais vous parler, c'est l'instrumentalisation du vivant. Donc en fait, on va parler de biotechnologie en termes de génétique moléculaire. Et il y a un plan qui va apparaître sur une dia d'ici 3 minutes. Mais évidemment, la troisième partie qui sera la plus importante, c'est les manipulations génétiques sur l'homme. Et c'est là où il y a une articulation entre la technologie, l'hypertechnologisation, si je puis dire, et le vivant. Et ce sera ça mon fil conducteur pour aujourd'hui. Donc mon titre n'est pas trompeur. Par contre, l'insertion de cette conférence dans le cycle de Dominique Lambert peut paraître a priori un peu surprenante. Alors allons-y. Designer babies, les bébés à façon, les bébés sur commande, sont déjà là. C'est un article de MIT Technology Review, donc un journal de synthèse sérieux, américain, daté de 2018. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va essayer d'aborder ça. Je vais aborder ça, évidemment, en apportant d'abord une introduction générale sur la génétique moléculaire, parce que je ne sais pas si parmi vous, il y a beaucoup de généticiens moléculaires, donc on va quand même faire toute une série de rappels. Et vous pouvez m'interrompre, hein, Olivier, on peut m'interrompre, on a le temps. Et on va voir, effectivement, à la fin de ma conférence, que, effectivement, nous avons le potentiel de modifier l'hérédité de l'espèce humaine à façon. Les techniques sont là.
Elles sont extrêmement puissantes et c'est ça que je vous présenterai petit à petit au fur et à mesure de ma conférence. Et donc, un pied de nez ici d'un journal qui est un journal indépendant américain qui fait des articles de synthèse sur les questions environnementales et écologiques. Et la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir faire face au changement climatique en modifiant notre patrimoine héréditaire? Point d'interrogation. Il y a quelque chose d'absurde là derrière. Ne vous en faites pas, c'est juste une expérience de pensée, du moins pour le moment. Vous allez voir. Alors, je vais articuler mon intervention en 5 temps. Le premier temps, ça sera vraiment des rappels sur ce que c'est que l'ADN, comment fonctionnent les gènes, etc. Donc, j'espère y aller mollo. Ensuite, je vais avoir un petit excursus qui nous éloigne de l'espèce humaine, mais qui va quand même vous introduire un petit peu ce qu'on fait en ingénierie génétique. Vous connaissez, vous avez entendu parler des plantes OGM, de bactéries OGM. Qu'est-ce que c'est? Et quelle est l'étendue? La plupart des gens dans le grand public ne savent pas quelle est l'étendue des applications et de l'exploitation aujourd'hui à l'échelle de la planète. Alors ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, ce qu'on appelle l'édition du génome. Je vais introduire exactement ce que c'est, mais ça va m'imposer de poser une question que je pose à mes étudiants en fin de master, étudiants en biologie moléculaire. Je leur pose, c'est quoi un gène? Et ils sont incapables de répondre. Alors, je ne prétends pas apporter la réponse, peut-être à vous de me la donner, enfin, j'ai des éléments de réponse, mais donc c'est important de cerner ce que c'est qu'un gène, pour comprendre toute la difficulté que nous aurons, non pas à modifier de l'ADN dans un individu, par contre, à prédire les conséquences des modifications. Donc, ce n'est pas trivial du tout. Donc, ce petit passage par la définition d'un gène, je pense qu'elle est importante. Et puis, justement, je vais faire le lien entre les gènes et ce pourquoi ils codent, les traits de phénotype. Hein. J'ai 5 doigts à chacun de mes mains, voilà, c'est un trait de phénotype. De nouveau, cette relation n'est pas du tout évidente. Dans les cours de génétique que l'on donne en secondaire, les choses ont l'air très très simples. Il y a une relation quasi automatique entre un gène et puis un trait de caractère. En fait, ça c'est plutôt l'exception. Et je terminerai, ça sera une partie un peu longue, mais si elle est trop longue, j'écourterai, j'ai des coupures de presse, etc., sur l'édition du génome chez l'homme, à des fins thérapeutiques, mais aussi, donc réparatrices, mais aussi à des fins amélioratrices. Et là, nous retrouvons 2 éléments thématiques que Renaud a introduits la semaine dernière. On est parti? Tout le monde est parti, tout le monde est prêt. Alors, si c'est trop basique, vous fermez les oreilles un petit peu, parce que je sais qu'il y a des biologistes là dans le fond de la salle, donc, hein, mais j'essaye de raccrocher tout le public. Donc, vous êtes, les uns et les autres, chacun un organisme avec des systèmes constitués d'organes, constitués de tissus, et l'unité fondamentale de votre organisme, ce sont les cellules. D'accord? Vous êtes constitué de entre 100 et 1000 milliards de cellules. Dans chacune de ces cellules, on va trouver des petites structures dont le noyau, et le noyau, je vais y arriver tout de suite, héberge les chromosomes. Donc, c'est la seule dia qui sera problématique parce qu'il y a un fond noir, mais voilà. Donc j'ai ici quelques images de cellules, vous avez un schéma de cellules avec le noyau, et quand la cellule se divise, les chromosomes sont visibles. Enfin, ils s'individualisent comme des petits bâtonnets, si je puis dire. Alors, c'est au niveau de ces chromosomes que l'on va trouver la molécule mythique du vivant qu'est l'ADN. Je suppose que vous connaissez ça d'ailleurs, hein, on utilise très fortement ce terme. Et d'ailleurs, parenthèse, à travers mon exposé, je vais traverser entre 10 et 15 prix Nobel, parce que l'histoire des sciences est quand même important aussi, hein, de savoir comment on a découvert tout ça. Je ne vais pas vraiment faire le comment, mais je vais mettre des noms. Et donc, nous sommes en 1953, lorsque la structure de l'ADN, et donc ceci, c'est un chromosome, et puis on zoome, et on voit qu'en fait, c'est une pelote d'ADN. La structure de l'ADN a été caractérisée. Alors, Crick, Watson, Wilkins ont eu le prix Nobel, mais qui a fait le job? C'est une dame, évidemment. Nous sommes à l'époque dans une société qui était encore plus que maintenant. Bref, et alors il y a ce collègue-là aussi qui a fait pas mal d'expériences. Enfin bon, en attendant, cette structure a été déterminée, et donc on va regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. Parce que cette molécule,
est le substrat de l'hérédité. D'accord? On va voir comment ça fonctionne. Vous devez savoir que dans chacune de vos 1000 milliards de cellules, si je déroule complètement l'ADN des 23 paires de chromosomes, dans l'espèce humaine on a 23 paires de chromosomes, on a 2 fois 23 chromosomes, ça fait 1 mètre de long. Donc ça fait quelques kilomètres. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, vous synthétisez tous les jours 100 km d'ADN minimum. 100 km d'ADN, puisqu'il y a à peu près 100 millions de nouvelles cellules chaque jour qui sont produites. C'est pas mal, hein, c'est presque là, aller jusqu'à... Mais c'est tout petit, évidemment, c'est pour ça que ça tient dans un petit noyau. Alors, regardons un petit peu, parce que je vais avoir besoin de cette représentation. Donc, si je déplie ou je déroule la molécule d'ADN, je peux la présenter ici comme une double échelle, d'accord? Et les montants de l'échelle sont reliés par ce qu'on appelle les paires de bases. Il y en a, donc, il y a 4 bases, donc 2 types de paires, c'est adénine-thymine, guanine-cytosine ou guanine-cytosine. Donc A, T, G, C, ce sont les 4 lettres de l'alphabet génétique. Voilà, peut-être vous êtes familier avec ça. Si je vais trop vite, surtout, interrompez-moi. Alors, ce qui est absolument génial, et qu'on a découvert relativement tôt, c'est qu'en fait, ce support de l'hérédité est universel. Quasiment universel. Que vous ayez une plante, une bactérie, un virus, pas tous les virus. Les animaux, tous ont une hérédité basée sur ces molécules-là. Et, comme on va le voir dans une minute, la signification de l'alphabet A, T, G, C, c'est la manière dont la cellule va interpréter cette information qui correspond à la succession des bases A, T, G, C, c'est complètement universel. Ça veut dire, et ça sera super important, que si je prends un gène d'Olivier Sartenard et que je le mets dans une bactérie, la bactérie va exprimer ce gène et produire un produit, qu'on va appeler protéine, qu'elle n'a jamais vu, qu'elle n'a jamais produite, mais que moi je peux lui faire produire parce que cette interprétation A, T, G, C, cette lecture de l'alphabet, du grand livre porté par les chromosomes, c'est quelque chose de complètement universel. Alors pour comprendre ce qu'est un gène, mais on va voir dans un quart d'heure, 20 minutes qu'on ne comprend pas ce que c'est qu'un gène, enfin soit, il faut comprendre qu'effectivement, cette double hélice d'ADN va être lue et interprétée pour fabriquer des choses. En fait, fondamentalement, fabriquer des protéines, qui sont les constituants architecturaux des cellules, entre autres, mais aussi les constituants fonctionnels des cellules. Les enzymes, quand vous avez mangé du sucre, il faut des amylases et des machins pour digérer. Ces enzymes qui sont sécrétées dans votre tube digestif, c'est des protéines. Les cheveux y tiennent parce que c'est des protéines. Et puis il y a des protéines qui servent à réguler et à faire fonctionner tout ce bazar. Par exemple, ici en violet, c'est un complexe de plein de protéines qui va être capable de réaliser la première étape fondamentale qui m'intéresse, c'est-à-dire la transcription des gènes. L'ADN est recopié sous la forme d'un brin, et pas d'une double hélice, d'acide ribonucléique qu'on va appeler le messager. Ça, ce sont des découvertes du milieu des années 50. De nouveau, des prix Nobel. En fait, un prix Nobel ici, et ce prix Nobel-là, pour avoir bien compris comment fonctionne cette usine, et pour la petite histoire, c'est unique dans l'histoire des prix Nobel, parce que ce prix Nobel-là, c'est le fils de ce prix Nobel-là. C'est pas mal. Donc, les dîners le dimanche midi autour du poulet frites salade, là, ça doit voler, enfin, ça doit parler d'ARN polymérase, à mon avis. Bon. Donc, l'ADN, molécule substrat de l'hérédité, qui contient ces lettres, et la succession de ces lettres signifie des choses. Cette succession de lettres est transcrite, et puis va être traduite par ce qu'on appelle le ribosome, qui va lire l'ARN, et 3 lettres par 3 lettres, va traduire cette succession de bases, thymine, adénine, guanine, cytosine, c'est pas thymine dans l'ARN, mais c'est pas grave, va traduire ça en quoi? En chaîne d'acides aminés. Et une chaîne d'acides aminés, c'est une protéine, hein, en étant assez simple. Et donc, 3 lettres par 3 lettres correspondent, donc chaque fois que j'ai 3 lettres ici, ça correspond à un acide aminé. Ça, c'est le code génétique. Donc si j'ai UUU, ce qui correspond à l'ADN TTT, c'est une phénylalanine. Donc, pour la fin de la conférence, il faut connaître ce tableau par cœur. Hein. À l'examen, c'est ce que je pose. Hein. Donnez-moi les 20 acides aminés et les 64 codons. Donc, ACU, tréonine. AUU, isoleucine. Et ça, c'est conservé dans tous les vivants. Chez une bactérie, CUC veut dire leucine, et chez Olivier, CUC veut dire leucine. Donc, si je mets une séquence d'ADN dans une bactérie, elle va pouvoir la lire et la traduire en
la protéine, qui n'est pas bactérienne au départ, qui est celle d'Olivier. On va y arriver tout de suite. Et donc, je vais un peu trop vite dans mon discours, j'avais oublié cette dia-là. Voici le résumé. Vous avez dans le noyau des cellules, pour les cellules qui ont un noyau, c'est-à-dire nous, les plantes, les champignons, etc., on va transcrire l'information génétique sous la forme d'un ARN messager qui va être traduit par le ribosome en protéines de toutes sortes, unités structurelles, unités fonctionnelles, unités régulatrices au sein des cellules, et ce code-là est universel. Alors, ça c'est une chose. Maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut aller prendre un gène... Tu es ma victime aujourd'hui, hein? Bon. Comment est-ce qu'on va aller chercher un gène d'Olivier et le mettre dans une bactérie? Ça, c'est le début de l'ingénierie génétique. On est en 1967 et 1968, différentes personnes, dont Werner Harber, qui a également eu le prix Nobel, et puis il y en a 4 autres dont j'ai oublié le nom, enfin il y a Lehmann, il y a Hurwitz, il y a Richardson, et le dernier maintenant j'ai oublié, ont découvert que chez les bactéries, et puis on verra que ça existe aussi dans d'autres organismes, il y a des enzymes, donc des protéines, qui sont capables de reconnaître des petites séquences, donc ici, guanine, adénine, adénine, thymine, thymine, cytosine, reconnaître et couper. Et il existe aussi des enzymes qui sont capables de faire l'inverse, de reconnaître une brèche et de religuer. Et ces enzymes, on les a isolés, on les a caractérisés, on peut les manipuler in vitro dans un tube, ce qui veut donc dire que dans un tube à essai, je peux prendre une séquence d'ADN, la découper, et puis la relier avec autre chose, qui au départ n'était pas là. Je peux par exemple prendre une molécule d'ADN bactérienne, que je coupe et je vais l'associer à une molécule d'ADN, un petit morceau d'ADN, qui vient d'Olivier. Et ça, c'est la base, le B.A.-ba, c'est le début de l'ingénierie génétique. Et donc, je vais donner l'un ou l'autre exemple. D'abord, chez les plantes, les animaux et les bactéries, pour illustrer ça. Pour vous montrer, en fait, qu'à partir des années 70, on réussit à instrumentaliser, et vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce terme, instrumentaliser le vivant. Alors, ce n'est pas des robots au sens de la définition de Renaud Ronce, oui, mais c'est quand même utiliser le vivant à des fins technologiques ou utiliser des technologies pour améliorer ou modifier le vivant. Alors, 1972, c'est l'année où on a réalisé le premier organisme modifié génétiquement. C'était une bactérie. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des cellules, par exemple, d'Olivier, on isole l'ADN dans un tube à essai, je prends une bactérie, j'isole une petite molécule d'ADN, on appelle ça un plasmide, ça n'a pas d'importance pour la suite de l'exposé, je coupe avec l'enzyme qui coupe, je coupe ici aussi avec l'enzyme qui coupe, et puis je religue, et je relie les choses en mettant un gène d'intérêt d'Olivier, je vais le mettre dans la molécule bactérienne, et je peux retourner dans la bactérie va commencer à quoi? À exprimer le gène d'Olivier. D'accord? Et ça a été fait en 1972. Donc ça fait un paquet d'années. Et quand on a commencé à faire ça c'est Herbert Boyer, prix Nobel également, il y a eu événement unique dans l'histoire de la biologie. Un coup de stress. L'Académie des sciences des USA a dit, oulala, maintenant on est en train de faire des trucs ici qu'on n'avait jamais fait. Modifier l'hérédité du vivant. En 1974, l'Académie des sciences des États-Unis a imposé un moratoire. Dites les scientifiques, réfléchissez un peu à ce que vous faites. Quelles sont les conséquences de ce que vous faites? Et il y a eu une grande conférence à Asilomar en 1975, où tous ces gars-là se sont rencontrés et ont discuté. On trouve ici Watson, un des co-découvreurs de la structure de l'ADN. On voit ici Sidney Brenner, un autre prix Nobel. On voit ici Paul Berg, un autre prix Nobel. Et ça a été une véritable joute, parce qu'il y a plein de gens qui disent c'est trop dangereux, si jamais ça s'échappe de nos labos, etc., etc. Et il y en a d'autres qui disent mais on ne peut pas passer à côté de ces technologies en considérant tous les bénéfices qu'on peut en espérer avoir pour la santé humaine, la nature et tout ce que vous voulez. Et donc en 1975, on a dit, on y va, on continue. Donc il y a vraiment une période, c'est unique, hein, c'est assez extraordinaire. Et donc la conséquence, c'est qu'en 1982, on a le premier organisme modifié génétiquement qui nous sert à quelque chose. Et il s'agit d'une bactérie, donc c'est un peu le même schéma que tout à l'heure, hein, c'est tiré d'un autre journal, mais on a pris ce petit plasmide, on a mis un morceau de gène d'Olivier, et qu'est-ce qu'on a pris? Le gène qui code pour l'insuline. Vous connaissez l'insuline, qui est importante pour tout ce qui est lutter contre le diabète, etc. Obtenir de l'insuline au départ de poche de sang, c'est extrêmement, dangereux,
Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes sanitaires, et le donneur peut être malade, etc. Extrêmement coûteux, il faut des centaines d'hectolitres de sang pour avoir quelques grammes d'insuline. Ici, dans un fermenteur, avec un fermenteur, j'obtiens l'équivalent, j'ai plus les chiffres, je les ai lus en préparant, l'équivalent de 100 000 poches, quoi. Magnifique! Magnifique, voilà un beau produit biotechnologique. Il y en a des tonnes aujourd'hui. Des médicaments qui sont produits en fermenteur par des bactéries qui vont lire, donc transcrire, traduire l'information génétique qui correspond à quelque chose qui nous intéresse, un anticorps, une hormone, etc. Les plantes. Alors les plantes, c'est à peu près la même chose, c'est juste un peu plus compliqué. On a tiré parti d'une situation complètement naturelle qu'on appelle la gale du collet, donc c'est une sorte de cancer chez les plantes. Un cancer qui vient du fait qu'une bactérie ici va venir injecter de l'ADN dans la cellule de plante. Ça ressemble un peu à ce que certains virus font chez nous. Ils injectent leur ADN et puis ils cannibalisent, mais ils dévient, ils dévoient les fonctions cellulaires. Et donc, ces cellules de plante vont former une tumeur, voilà, comme ici. Une tumeur, pourquoi? Parce que cette cellule de plante va exprimer quoi? L'ADN que la bactérie a injecté. Oui, mais moi, je suis capable de changer ce qu'il y a dans les bactéries. Donc, je pourrais demander à la bactérie d'injecter quoi? Mais non pas l'ADN bactérien qui permet de faire une tumeur, mais d'injecter un gène qui, moi, m'intéresse. Et c'est comme ça qu'on commence à faire des plantes transgéniques. Vous avez ici Marc Van Montagu, Jeff Shell, ils n'ont pas eu le prix Nobel, mais il a quand même été anobli par le roi, puisque ce sont deux Belges qui sont les premiers à avoir fait des plantes transgéniques comme ça. Alors, je ne vais pas donner le détail ici. Ils ne font pas vraiment des tumeurs chez les plantes, mais ils prennent des morceaux de plantes blessées, ils mettent ces bactéries, et ces bactéries, elles ont été modifiées pour exprimer un gène qui nous intéresse, un gène d'insecte, un gène d'olivier. La première plante modifiée génétiquement est produite en 83, et en 94, c'est la première plante modifiée génétiquement qui est utilisée pour de la consommation des tomates transgéniques. Dans ce cas-ci, c'était des tomates simplement qui ont un meilleur goût et qui tiennent mieux le voyage. Parce que ce cas, c'est bien, ça permet d'acheter des tomates qui viennent de bien loin. Bon, c'est plus très à la mode, mais c'est comme ça. Alors, je vais prendre un exemple ici, et après 2-3 tableaux sur lesquels je vais passer assez vite, mais pour vous montrer l'étendue de l'application de ces plantes transgéniques. Un cas d'école, c'est le fameux maïs BT. Vous avez peut-être entendu parler de maïs BT, produit par Monsanto, qui s'enrichit très très fort grâce à tout ça. C'est un maïs qui est modifié génétiquement pour exprimer une protéine d'une bactérie insecticide. Une bactérie qui donne, en fait, c'est l'équivalent, c'est l'analogue du choléra chez les larves d'insectes. Donc la larve d'insecte, elle commence à grignoter, elle avale la bactérie, pouf, grosse diarrhée, et puis elle meurt. On va permettre aux plantes d'exprimer cet insecticide pour faire de la lutte contre les nuisibles. Alors, ces chiffres-là sont un peu vieux. Je vais avoir des chiffres globaux à l'échelle de la planète, vous allez voir, c'est impressionnant. Et donc, il s'agit de lutter contre la pyrale du maïs, qui fait des galeries dans le maïs, et qui peut, lorsqu'il y a infection, entraîner jusqu'à 30% de perte de récolte, et qui est aussi la source d'infection par des champignons qui vont rentrer dans la plante par le trou qui est fait, etc., etc. Et donc, le maïs BT est un maïs qui exprime une protéine de la bactérie qui est le choléra de l'insecte, si ce n'est qu'ici, c'est les plantes qui l'expriment, donc l'insecte commence à bouffer la plante, elle attrape la diarrhée et c'est terminé. Alors, il y a eu des rapports, tout ça marche très très bien, c'est super rentable. Il faut savoir que cette protéine de Bacillus thuringiensis est utilisée comme un insecticide bio, pas la plante transgénique, la poudre qui correspond à ces... Ici, c'est simplement la plante qui la produit elle-même, et elle est OGM. Alors, voici un peu quelques plantes transgéniques qui existent sur la Terre. Luzerne, colza, coton, maïs, soja, betterave sucrière, qui expriment des herbicides dans ce cas-là. Ça permet de pulvériser les champs pour supprimer les mauvaises herbes. Mais la plante transgénique, elle, résiste à l'herbicide, d'accord? Ça permet de pulvériser moins. Donc, certains vont dire c'est plus propre. Coton, aubergine, maïs, peuplier, qui produisent des insecticides, donc des protéines qui sont toxiques pour les nuisibles. Et voici des tonnes d'applications, je vais juste les citer, mais c'est extraordinaire, hein? Ce marché est extraordinaire. Donc, colza, œillet, maïs, papaye, pétunia, patate rose, soja, courge, canne, tabac. Pourquoi? Pour modifier le contenu, donc le caractère nutritif ou l'appétence, retarder le vieillissement et la mort de la plante, augmenter la résistance à la sécheresse, aux virus, aux insectes, etc., etc. Et puis,
On fait comme la bactérie qui produit l'insuline, maintenant on fait aussi des plantes qui produisent des médicaments. C'est beaucoup plus simple d'aller extraire toute une série de choses comme de l'insuline, des anticorps, etc., de plantes que l'on cultive, bien sûr, dans des serres qui sont fermées, c'est pas en plein champ, que de purifier ça dans des centres de transfert de sang, quoi. Et donc, ça, c'est une série d'applications. Vous aurez sans doute les dias à la fin, si vous voulez regarder ça de plus près, mais il y a de tout là-dedans, il y a de tout. C'est des médicaments, c'est des réactifs qu'on peut utiliser en labo, bref. Et donc, on va trouver ça dans des tonnes de plantes transgéniques, carottes, orges, tabac, etc., etc. À l'échelle mondiale, les derniers chiffres que j'ai trouvés datent de 2019, c'est 190 millions d'hectares de plantes transgéniques. 78% du soja produit sur la planète est OGM. 78%. Ça, en fait, ce sont tous les produits qui en produisent. Pas produits. Tous les pays qui en produisent. En Europe, il n'y a plus que l'Espagne et le Portugal. La Slovaquie, c'est terminé. Ils ont arrêté. Donc, l'Europe est assez réfractaire. Elle est devenue réfractaire. Tous les pays en orange, par contre, sont des pays qui acceptent l'importation. Et les pays en bleu, c'est des pays où on accepte des essais en champ. Voilà. Et donc, c'est énorme, 190 millions d'hectares à l'échelle de la planète. Je le disais, la majorité du soja, une très grosse partie du maïs, sont des plantes transgéniques. Au niveau des animaux aussi, maintenant, toujours avec la même logique. J'associe des morceaux d'ADN avec mes enzymes qui coupent et mes enzymes qui liguent. Je fais ça dans mon tube à essai. Et puis, mon ADN, je vais l'injecter dans une cellule. Et cette cellule, c'est quoi? C'est un bébé au stade d'une cellule. Alors, bébé, dans ce cas-ci, souris, vache, cochon, on verra humain plus tard. Hein? L'humain, ça sera... J'ai regardé l'heure, pas beaucoup de mon heure. Oui, ça marche. Humain, on verra ça plus tard. Mais de nouveau, on va instrumentaliser le vivant. On va demander à certaines bestioles de produire des trucs qu'elles ne produisent pas génétiquement et qui m'intéressent, ou qui nous intéressent. Donc c'est relativement simple à faire, hein, un truc comme ça. Moi j'en ai un au labo. Moi personnellement, j'ai jamais appris cette technique-là, mais enfin, j'ai fait des injections comme ça chez des vers de terre, ça marche très bien aussi. L'idée, c'est donc d'injecter l'ADN dans la cellule qui correspond à l'ovocyte, à l'ovule, qui vient d'être fécondé par le spermatozoïde. Et ça, c'est pas très compliqué. Si on suit un peu les chaleurs des bestioles, hein, des souris en particulier, ou des vaches, une fois qu'il y a eu, que le monsieur a fait son office, on va un peu récupérer tout ce qu'il y a dans le tractus, et puis on va regarder au microscope, ben voilà, tac, 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 une série de cellules premières, qu'on appelle le zygote, et je vais injecter ici, dans ce qu'on appelle un pronoyau, parce que l'ovule et les spermatozoïdes se sont rencontrés, mais leurs deux noyaux ne sont pas encore rencontrés. On voit ça très très bien, c'est très très facile à voir. Et on va injecter quoi? La construction génétique qui m'intéresse, qui va aller s'intégrer et puis qui va fonctionner. Et voici un exemple. Donc ça, c'est une photo où on voit cette pipette-là qui rentre dans ce zygote. Voici un exemple. Alors, c'est un exemple de cochon, mais il y a des cochons transgéniques qui ont été faits. Mais les seuls produits vraiment bien commercialisés aujourd'hui sont des produits chez des chèvres, mais enfin, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va de nouveau prendre un petit ciseau moléculaire, hein, on coupe un morceau de gène et on colle un autre morceau de gène. Ici, c'est un peu subtil. On va prendre un gène humain d'intérêt. Donc, par exemple, un facteur qui empêche la coagulation, comme l'antithrombine, c'est le cas de ce médicament-ci. Et je vais le mettre sous le contrôle de quoi? D'une séquence d'ADN qu'on va appeler régulatrice, parce qu'elle va dire ce gène s'exprime dans le pis pour que la protéine se retrouve dans le lait. Donc, des séquences régulatrices. Évidemment, je dois faire un petit excursus, mais vous n'exprimez pas tous vos gènes dans toutes vos cellules. Il faut que dans l'intestin, on exprime les enzymes de l'intestin, et pas question de faire pousser des poils là. En tout cas, si mes étudiants ils ont des poils là, bon. Donc, les cellules des poils, c'est ici et pas là. Donc, la cellule doit savoir, moi je suis une cellule de l'intestin, je dois produire des enzymes et pas commencer à produire des cheveux. Et ça, elle le sait. Pourquoi? Parce que devant chaque gène, on va le voir plus tard, il y a des séquences de régulation qui disent « Et toi, c'est ici maintenant qu'il faut que tu t'exprimes ». Et donc, cette séquence régulatrice va permettre d'exprimer dans le pis, dans la glande mammaire de la chèvre, une protéine qui nous intéresse, un médicament, l'antithrombine par exemple, ou bien ici, un inhibiteur de la C1 estérase, donc c'est pour soigner des maladies, pardon, c'est le Ruconest. Donc ça, ce sont les deux produits pharmaceutiques vendus aujourd'hui. Il y a eu des tonnes d'essais, il y a eu des tonnes d'animaux transgéniques dans les labos,
La plupart des projets ont été abandonnés. Par contre, ça, vous les trouverez en officine. Et c'est produit comment? En extrayant ça du lait de chèvre que l'on retrouve dans des fermes. Pas des fermes où ces bestioles vont gambader, dans des fermes labo. Un autre exemple, c'est un peu la même technique, c'est ici, hein, c'est assez récent, ça date de 2017. Les Canadiens ont accepté de manger ces poissons-là, c'est des poissons géants, simplement pourquoi? Parce que on a mis l'hormone de croissance, le gène qui code pour l'hormone de croissance, sous le contrôle d'une séquence de régulation de nouveau, issue d'un autre animal, pour que ce gène s'exprime tout le temps, pendant la croissance. Alors que chez le saumon, c'est cyclique, en fonction des saisons. Donc comme ça s'exprime tout le temps, ça c'est un saumon normal, et ça c'est l'animal transgénique qui grandit tout le temps, donc en termes de rendement, hein, en massique, pour le fermier d'élevage, voilà. Alors ça, vous ne trouverez pas chez nous, hein, mais vous trouverez du saumon comme ça à manger, transgénique, chez les Canadiens. Tout ce que je vous ai raconté pour l'instant, c'est ajouter un gène, ajouter une construction artificielle dans la bactérie, dans la plante, dans l'animal. Maintenant, on peut aussi, et c'est là où je reviens un peu sur certains termes utilisés par Renaud, réparer, remplacer ou améliorer un gène. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'édition du génome, pour lequel, depuis 2013, on a fait des progrès colossaux, prix Nobel en 2020, que je vais introduire un peu plus tard. Et pour comprendre, il faut se rendre compte que définir le gène, c'est pas du tout évident. Quand je dis j'ai fait des constructions génétiques, je rajoute ça dans mes plantes, dans mes bactéries, j'ai fait des constructions. Ici, c'est différent. Il y a un gène dans le génome d'Olivier, et je vais essayer de le modifier. Mais c'est quoi ce que je vais modifier? C'est quoi le gène? Alors, la première définition du gène apparaît en 1909. Je ne vais pas vous la lire, c'est une définition complètement formelle. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ne savait pas du tout qui avait des chromosomes, qui avait de l'ADN, etc., etc. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est encore ma définition favorite. C'est en fait quelque part une unité d'hérédité. Mais on va voir qu'en termes moléculaires, il y a une intrication, il y a un imbroglio énorme. Une même base de l'ADN peut signifier plein de choses différentes. Et on va voir ça tout de suite. Sans être trop dans le détail, pour éviter que ce soit trop long et trop compliqué, mais voilà. Initialement, est-ce que vous avez peut-être appris, je ne sais pas si vous avez, il y a des personnes d'âge différents ici, dans les cours de génétique en humanité, le schéma c'est un gène, une protéine, un gène, une enzyme, c'est-à-dire une séquence ADN qui est transcrite et qui est traduite en une protéine. C'est l'exception. Ce serait évidemment beaucoup plus simple. Pourquoi? La première complication qui vient, c'est que, comme je vous l'ai dit, tous les gènes ne s'expriment pas tout le temps dans toutes les cellules. J'ai besoin de séquences régulatrices, de petites séquences qui vont être en fait reconnues, les bouboules oranges, ici ce sont des protéines qui reconnaissent l'ADN au bon moment, au bon endroit, pour que ce gène soit exprimé au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire dans les cellules de peau, pas dans les cellules d'intestin, dans les cellules du pancréas et pas dans les cellules du foie. Ça, en fait, c'est le prix Nobel de, vous connaissez, hein, Monod, Lwoff et François Jacob, prix Nobel en 61 ou 65, c'est la découverte en 61. On ne peut pas dissocier la fonction d'un gène des séquences qui les régulent. C'est logique. Si j'enlève tout ce qui le régule, ce gène ne sera jamais transcrit. Donc il est mort. Oui, mais maintenant on commence à bien connaître ce qui régule ces gènes. Et c'est ahurissant. Surtout dans le monde animal. Je vais vous prendre un exemple paradigmatique. Donc ça, c'est un embryon de souris qui est dessiné, ça c'est un embryon de souris. Ce que vous voyez en bleu, c'est les organes au sein desquels un gène est exprimé, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, qu'on appelle SHH pour Sonic Hedgehog, le hérisson Sonic. Ça, c'est ce qu'on appellerait le gène, ce qui est dessiné en rouge ici. En fait, ce n'est pas le gène, c'est ce qui est transcrit et traduit en protéine. Et cette protéine est une hormone. Et chaque petite barre grise ici, et de couleur, correspondent à des séquences régulatrices qu'on a identifiées. Séquences régulatrices. Le gène, il fait 900 bases, c'est-à-dire 300 acides aminés pour une protéine de 300 acides aminés. 900 bases, c'est rien du tout. Mais je trouve des séquences régulatrices à 840 000 bases de là. En plein milieu de quoi? D'autres gènes. Donc, la séquence que j'ai ici en jaune, elle appartient à ce gène-ci, qui s'appelle LBMX, peu importe. Mais c'est aussi un régulateur de ce gène-là. Et si je supprime ceci, et je supprime ceci, ce gène n'existe plus quelque part. Il ne s'exprime plus. Donc on a un empile. Les mêmes bases A, T, G, C à cet endroit-là signifient plusieurs choses.
C'est à la fois le régulateur d'un gène, à la fois c'est un élément codant pour un autre gène. Les choses sont intriquées. En plus, je vous ai dit, pour que ce gène soit exprimé, il faut qu'il y ait des régulateurs, des protéines qui viennent reconnaître l'ADN et dire « Ah, c'est ici qu'on démarre ». Oui, mais donc ça veut dire que le gène ici, le gène 1, code pour une protéine qui régule le gène 2, qui code pour une protéine qui régule le gène 3. Mais si je bousille le gène 1 et le gène 2, le gène 3 ne fonctionne plus. En fait, c'est des cascades d'événements. Et si je touche au gène 1, mais je vais avoir comme conséquence que le gène 2 et le gène 3 ne marcheront plus au bon endroit au bon moment. Donc c'est extrêmement compliqué. En plus, autre prix Nobel, les gènes en fait sont éclatés dans le génome. Un gène ne commence pas à la position 1 et se termine à la position 1000. Non, c'est un petit morceau, puis un petit morceau, puis un petit morceau, puis un petit morceau qui font le transcrit fonctionnel. Ils sont morcelés. Alors c'est pas tellement important pour la suite, sauf que, donc, ce sont ici un ARN qui va être transcrit, je vous ai parlé de la transcription, cet ARN va être maturé, et ça c'est l'ARN qui va être traduit. Donc entre le recopiage de l'ADN et puis la production de la protéine, j'ai l'étape de maturation. Et en fait, c'est de nouveau une énorme combinatoire. C'est juste pour vous donner une idée de la complexité. Vous avez ici un gène, point d'interrogation, qu'on appelle NESP55. Oui, d'accord, ça transcrit, et ça peut être transcrit comme ceci, ou comme cela, ou comme ceci, ou comme cela. Et la protéine va être la lecture de ce morceau-là, plus ce morceau-là, plus ce morceau-là, plus ce morceau-là, ou bien ça, ça, ça. Bref, un fragment d'ADN, un gène, pas du tout. Une imbrication d'informations qui mène finalement à la production de cette protéine. La même séquence d'ADN peut correspondre à 7 protéines différentes. Il y a des situations extrêmes chez la mouche drosophile où on a plusieurs centaines de protéines qui viennent de la même... C'est quoi le gène? C'est pas juste cette séquence d'ADN. Si ça code pour plusieurs protéines, c'est compliqué. On n'est plus dans le paradigme un morceau d'ADN qui est transcrit et qui fait une protéine. Ça, il faut oublier. Alors, c'est peut-être un peu compliqué si vous n'avez pas tout pigé ici. Je vais quand même avoir besoin simplement de l'idée que les choses sont compliquées et qu'elles ne sont pas simplement déductibles facilement. Pour nous mettre en garde la société civile, mettre en garde les médecins sur ce qu'on fait quand on fait de l'édition du génome. Si je change une base dans un gène, ben je change la base du gène, mais peut-être aussi le régulateur d'un gène qui est à côté, peut-être que je ne le sais pas. D'où la nécessité de prudence. Donc, remplacer, réparer, améliorer un gène, oui, mais c'est quoi un gène? C'est compliqué. Et on ne sait probablement pas toujours ce à quoi on va toucher quand on y touche. C'est ça le problème. D'autant que la relation qu'il y a entre une information génétique et ce que ça donne comme phénotype, avoir des cheveux blonds, des cheveux... des longs doigts, des choses comme ça, cette relation-là, dans les livres d'école, ça a l'air simple. Mais les situations simples, c'est l'exception. Les situations simples, c'est ce qu'on appelle les caractères monogéniques. Un gène code pour une protéine, et cette protéine correspond à un trait de phénotype. Un trait de phénotype, c'est-à-dire un trait physique ou physiologique. Exemple, effectivement très simple, c'est l'hémoglobine qui se trouve dans vos globules rouges. C'est une protéine en 4 parties, et cette hémoglobine, elle sert à ça, point. Et on trouve des mutations. Ici, ça c'est la protéine, c'est un schéma de la protéine normale. Ici, c'est la protéine qui est... c'est l'inverse. Ça c'est la protéine normale, ça c'est une protéine qui est mutée. Il y a juste 2 petites choses qui changent ici, et le globule rouge devient non fonctionnel, ça provoque de l'anémie. Le globule rouge ne fonctionne pas bien, il ne fixe pas bien l'oxygène, et donc vous êtes anémique. Ça, c'est une situation simple, parce que cette mutation-là entraîne une malformation de la globine, une malformation des globules rouges, et donc une maladie. C'est ce qu'on appelle monogénique. Un gène, un trait. C'est l'exception. En médecine, il y a quelques exceptions, comme l'hémophilie, vous connaissez l'hémophilie, la mucoviscidose, c'est le gène CFTR, la maladie du Huntington, on va en reparler parce qu'on pensait que c'était monogénique. De plus en plus, c'est pas aussi simple que ça. La majorité des situations ne permettent pas de faire un lien injectif, si je puis dire, entre un gène, une protéine, un caractère. Quelques exemples. Malformation du cœur, ici. Ça, c'est un cœur normal, avec les 2 ventricules, les 2 oreillettes. Ça, c'est ce qu'on appelle la tétralogie de Fallot.
Ça signifie qu'il y a une communication entre les deux ventricules, ce qui va vers les poumons est mal formé, je passe le détail. On prend des centaines et des centaines et des centaines de patients qui ont ça. On séquence leur génome. On ne tombe pas toujours sur les mêmes gènes mutés. Un exemple, c'est ici, NKX 2.5, peu importe ces noms. Mutation de NKX 2.5, ça donne ça. Oui, mais revenons à l'idée que tous ces gènes sont régulés. On connaît maintenant certains régulateurs de NKX 2.5. Donc ceci, c'est un petit réseau un peu cybernétique. Chaque barre correspond à un gène. Ceci régule ceci, qui régule ceci. Ceci régule ça. Donc là, NKX 2.5 est régulé par ça. Si je mute ça, le gène NKX 2.5 ne s'exprime pas bien, pas au bon endroit, au bon moment, tétralogie de Fallot. Si je mute celui-là, tétralogie de Fallot. Donc un trait de caractère, une multitude de gènes qui, s'ils sont mutés, entraînent la pathologie. Autre situation, un gène, plein de caractères. Ça, c'est celui que j'étudie. J'ai quand même parlé des gènes OX. Voilà. Ça, c'est un gène qu'on étudie. Lorsqu'il est muté, qu'est-ce que vous avez? Malformation cardiaque, retard mental, problème des yeux, problème d'oreille interne, problème de crâne et de colonne vertébrale. Un gène, une mutation, un syndrome. Donc, ce n'est pas un gène, une protéine, un caractère. Il faut oublier ça. Et ça, ce sont encore les cas simples. La majorité du temps, en fait, cette vie a été un peu compliquée, mais il faut imaginer que chaque boîte correspond à un schéma qui identifie le chromosome. Donc ça, c'est le chromosome 1, de la première base jusqu'à la dernière, le chromosome 2, le chromosome 3, et chaque pic, ça vous montre une région du chromosome 1, du chromosome 2, du chromosome 3, du chromosome 16, du chromosome X, une région qui, lorsqu'elle est mutée, est associée à de l'ostéoporose. Quel Bronx! Mais quel Bronx! C'est-à-dire que chacune de ces mutations seule ne provoquera pas l'ostéoporose. Mais si vous avez la combinaison de l'une ou de l'autre, ou de deux ou de trois, et peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas le détail, mais celle-ci plus celle-ci plus celle-ci donnera l'ostéoporose, et puis celle-ci plus celle-ci plus celle-ci aussi, mais celle-ci toute seule non, il n'y a pas une relation simple, un gène, une mutation, un trait, une maladie. Et donc on peut faire, en séquençant maintenant, on peut identifier la séquence de votre génome, hein, ça ne coûte pas très cher, tout le monde peut le faire, il y a eu des projets d'ailleurs de collecter des tonnes de génomes. On peut commencer à faire ce qu'on appelle des associations, c'est-à-dire on va prendre toutes des personnes qui par exemple ont 6 doigts, et on va séquencer leur génome, et puis on va prendre toutes des personnes qui sont normales, et puis on va essayer de voir toutes les différences qu'il y a entre tous ceux qui ont 6 doigts et tous ceux qui en ont 5. Et là on fait des associations. Association, ça ne veut pas encore dire lien de causalité. On fait des corrélations entre, tiens, là il y a un terme commun à tous ceux qui ont 6 doigts, c'est peut-être la cause d'avoir 6 doigts. Et en fait, c'est là où on en est aujourd'hui. On fait des études d'association, mais les liens de cause à effet sont extrêmement difficiles à détricoter. Un autre exemple qui correspond à ce qui a été fait récemment, analyse d'association pour identifier des gènes qui sont probablement qui causent des carcinomes, donc des cancers. Voilà. Hein. Chaque fois qu'il y a une barre rouge, on a trouvé des mutations qui ne se trouvaient que chez les patients qui avaient le cancer et pas chez les patients qui n'en avaient pas. Est-ce que ces mutations sont à l'origine de? Possiblement, on n'en sait rien. Donc, la situation où j'ai un gène, une protéine, un trait, une pathologie, c'est l'exception. Et on en vient même à se poser la question de savoir si ça existe. Parce qu'une situation simple, comme par exemple la maladie de Huntington, donc c'est une maladie neurodégénérative hein, qui donne des problèmes de coordination motrice, donc ce qu'on appelle la chorée de Huntington. On a identifié, alors je ne sais plus, c'était dans les années 90, je ne sais plus exactement c'était quelles années, mais la Huntington, donc un gène porté par le chromosome 4, ok. Ces mutations-là sont associées à la chorée de Huntington. Et quand on voit les patients qui ont la chorée de Huntington, ils n'ont pas tous la maladie au même âge, pas avec la même sévérité. Autrement dit, ce qu'on appelle la pénétrance de la maladie et sa gravité est variable. Donc, bien sûr, la Huntington est impliquée, mais il y a ce qu'on appelle des modificateurs. C'est-à-dire des régulateurs qui vont faire que la mutation va être plus ou moins délétère, ou moins, enfin plus ou moins délétère. Donc, on se rend compte qu'un caractère peut être monogénique, simple, chez un individu, et complexe chez un autre. Pourquoi? Parce qu'on est tous différents. Qu'on a, entre vous et moi, il y a combien de différences? Une différence par 1000 bases, donc 3 millions de différences.
entre Olivier et moi, entre n'importe qui autour de la planète. Hein. Il n'y a pas de question de race, les généticiens ont abandonné ces idées depuis bien longtemps. 3 millions de différences, c'est des petites choses qui font que... On est quand même globalement bien formés. Enfin, maintenant, on peut demander à tout le monde de se mettre tout nu, on va trouver des petites malformations congénitales chez tout le monde, mais c'est rien de grave. Rien de grave. Bref. Donc le bruit de fond génétique, ce qui fait que vous avez tel ou tel variant qui n'est pas associé à une maladie, mais peut-être que ça va influencer la mutation qui est associée à une maladie et qui la rend plus grave, plus précoce, plus tardive, etc. Et évidemment, il y a cette question de réseau de régulation. Et si je prends le cas de la Huntington, de la Corée de Huntington, je me rends compte, c'est le petit point rouge ici, il est au cœur de plein de réseaux de régulation. Et donc on peut très bien imaginer que si vous avez la mutation associée à la Corée de Huntington et que vous avez une mutation par ailleurs là et là et là qui sont des régulateurs, la maladie sera plus précoce ou plus tardive. Donc, c'est vraiment pas simple. Et j'en arrive à mon dernier chapitre, qui est, à partir du moment où il est difficile de faire la relation entre le génotype, c'est-à-dire l'information génétique, et ce à quoi ça correspond en termes de traits de caractère, de maladie, d'avoir des cheveux blonds, des oreilles décollées ou avoir 6 doigts. À partir du moment où c'est pas facile, il faut se poser la question de la pertinence d'aller chipoter à ça. C'est ça, mon point de vue. Enfin, mon point de vue. Et donc, quand on dit portrait robot science et vie, portrait robot, l'ADN connaît votre visage, mon œil, bien sûr, en lisant le génome de madame ou de monsieur, je peux identifier qu'il a peut-être des cheveux foncés. Et encore. Et pour le reste, quant à savoir que j'ai un nez mou qui est un peu épaté, ou bien un nez aquilin, un nez fin, forget it, oublions. Ça viendra peut-être, l'intelligence artificielle va nous aider, hein, mais... Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir que c'est effectivement pas du tout évident. Et donc, j'en arrive à mon dernier chapitre. Quelle heure est-il? Du temps, Olivier? Oui. C'est parfait. Donc, je vais dépasser un peu 1 heure, mais pas beaucoup plus. Le Graal. Modifier l'hérédité humaine. Ou, en tout cas, modifier d'abord le génome humain pour soigner des maladies. Et puis, peut-être, modifier l'hérédité humaine. C'est un vieux projet. Ça, c'est le premier article dans la littérature, dans le magazine Science, 1972. Gene Therapy for Human Genetic Diseases. C'était dans les cartons en 72. On ne savait pas le faire à l'époque. Toutes ces techniques d'ADN recombinant que je vous ai présentées, ça a pris du temps. Les plantes transgéniques, c'est 1996. Et modifier le génome humain, maintenant on le fait aisément, depuis 2013. Il a fallu du temps. C'est le prix Nobel de Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, prix Nobel en 2020. Ces 2 collègues-là ont découvert de nouveau quelque chose qui existe dans la nature chez les bactéries, mais qu'on peut utiliser comme outil pour faire de l'ADN recombinant. Et c'est ce qu'on appelle, alors c'est un nom barbare, mais c'est CRISPR, CRISPR-Cas. Bon, je vais appeler ça CRISP, hein, ce sera plus simple. Il s'agit en fait d'une protéine ici, qui est dessinée en gris, qui utilise une petite molécule d'ARN qui, donc ce sont des bases l'ARN, hein, c'est complémentaire à de l'ADN, puisque l'ARN c'est un transcrit de l'ADN, donc il a été complémentaire. Et bien cet ARN peut reconnaître avec une précision moléculaire une séquence d'ADN et l'enzyme va couper. Sur vos 3 milliards de paires de bases, je peux donc utiliser ceci pour reconnaître 20 paires de bases sur les 3 milliards dans une cellule, chez vous. Et la machinerie va couper. Et quand c'est coupé, c'est ensuite réparé. Et quand c'est réparé, soit ça fait des erreurs, et donc j'ai modifié la séquence, soit ça peut être réparé en copiant une autre molécule que j'amène en même temps. Et ça me permet de modifier, ici, cette petite séquence en orange et noir, en vert. Je peux modifier une base sur les 3 milliards qu'il y a dans une de vos cellules, grâce à ça, avec une précision qui n'est pas totale, et ça fait partie du problème. Et donc, aujourd'hui, il y a des dizaines d'essais cliniques qui utilisent ces techniques-là pour essayer de soigner des tonnes de pathologies. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut aller chercher des cellules de votre organe. Vous avez un problème de foie, par exemple. C'est un des exemples qui va arriver. Une cellule de foie qui produit trop de transthyréine,
peu importe, une protéine qui se balade dans le sang, ben, je veux corriger ça. Je veux pouvoir corriger les cellules du foie pour qu'elles ne fabriquent plus cette protéine anormale. Réparer le gène. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des cellules qui viennent du tissu que je veux réparer. Je vais infecter dans une boîte de culture au labo, infecter la cellule en question avec un virus que j'ai tripoté pour que le virus exprime quoi? Et justement, ces molécules, c'est-à-dire l'enzyme CRISP, le petit ARN qui sert à reconnaître, et puis éventuellement un petit ADN qui sert à être recopié. Je peux fabriquer au labo, je peux le faire moi, il n'y a aucun problème, des virus qui vont infecter les cellules du patient pour aller corriger le gène avec une précision chirurgicale. Et c'est effectivement ce qui se fait, donc voilà ce qui se passe dans la cellule. L'ADN peut être coupé et réparé de manière imparfaite, ça crée des mutations un peu au hasard, ou bien il est coupé et il va recopier ce que j'ai amené dans la cellule. Et donc changer la séquence initiale par une séquence mutée, éventuellement correctrice, réparatrice du gène. Alors voici un exemple très très clair qui a été fait, donc c'est une publication dans Science de 2020, où on a guéri des patients d'un cancer en particulier parce que on a modifié les cellules de l'immunité pour que ces cellules de l'immunité soient capables d'attaquer le cancer. Donc on a pris les cellules du patient, on a modifié avec une précision chirurgicale 2 gènes, ceux-là et ou 3 gènes, donc 2 ou 3, je ne sais plus, bon, peu importe. On a remis ça dans le sang du patient et ces cellules immunitaires attaquent le cancer. Ces gars-là sont en rémission. Bon. Autre exemple, de nouveau, c'est BBC News ici, il y a eu 2 patients, c'est publié dans la littérature, on a modifié leur... Ils avaient de l'anémie. Leur globule rouge produisait une mauvaise hémoglobine. On a réparé, donc on a pris les cellules sanguines, on a réparé in vitro, on a réinjecté, et maintenant ces gars-là n'ont plus cette anémie. Hein. Le copain, là, je ne sais plus son nom, il n'a plus son anémie. Bon. Donc ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. On prend les cellules du patient, on va les tripoter, c'est-à-dire qu'on va, avec un virus par exemple, il y a d'autres techniques que des virus, mais on va amener ce qui permet de découper l'ADN à l'endroit que je choisis et de recopier à cet endroit la séquence que j'ai aussi choisie, et puis je mets les cellules réparées dans le foie. On fait mieux. Maintenant, on fait ça directement chez le patient. Qu'est-ce qu'on fait? La patiente ici, on va prendre des particules qui peuvent être du virus, mais ça peut être des particules inertes, dans lesquelles je mets mes petits ciseaux moléculaires, mon guide et ce qui doit être recopié. Ça passe dans le sang, ça rentre dans les cellules du foie, et les cellules du foie se réparent toutes seules. On fait ça, c'est une publication, ça a été fait. Il s'agit de quelqu'un, ben, le détail est ici, donc on a fait des nanoparticules, peu importe, qu'on a injectées dans la circulation, et ces particules sont rentrées dans les cellules de foie. Mon petit CRISPR, là, ma petite enzyme, a été synthétisée par la cellule de foie. Le guide qui va permettre d'identifier le gène qu'il faut corriger est produit par le foie. Et dans ce cas-ci, on n'a pas eu besoin de quelque chose à recopier. On a simplement bousillé cette protéine parce qu'elle provoque chez cette patiente une pathologie amyloïde. En fait, c'est des agrégats qui se forment, comme dans la maladie d'Alzheimer ou dans la maladie de Parkinson. Guéri. Ça marche. Ça marche super bien. Et voilà toute une série de pathologies pour lesquelles des essais cliniques sont en cours aujourd'hui. Alors, il y a des papiers qui sortent qui montrent des patients pour lesquels l'histoire s'est bien terminée. Et donc, c'est un peu de tout. On peut faire de la thérapie génétique cellulaire pour des pathologies immunologiques, neurodégénératives, cardiovasculaires, oculaires. Et ça, c'est un diagramme que je ne vais pas commenter, des tonnes de cancers. Ça, c'est de la thérapie cellulaire, thérapie génétique. On va prendre les cellules de la patiente, on les modifie, on les lui remet. On ne touche pas à l'hérédité. On ne touche pas aux gamètes, à ce que les enfants... Mais on peut. Et ça a été fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de He Yang-Kui, qui a fait le buzz en 2019, parce qu'il est le premier à avoir fait des bébés modifiés génétiquement avec un génome édité. Ça remonte d'abord à 2015, où des gens se sont amusés à faire ça in vitro, mais n'ont jamais... Ils ont supprimé les embryons, mais ils se sont dit, c'est faisable. On peut faire du gene editing chez des zygotes, donc chez un futur embryon. Hein. Le zygote, c'est
quand l'embryon est une seule cellule, c'est l'œuf, c'est la cellule œuf. Et la prix Nobel, qui n'avait pas encore le prix Nobel à cette époque-là, puisqu'elle a fait une chronique dans Nature en 2015, a dit « Interdire tout ça, oublier, c'est du non-sens. » Pourquoi? Parce que cette technologie est tellement simple, est tellement facile à dupliquer, que d'une manière ou d'une autre, un jour, quelqu'un passera à l'acte. Et c'est ce qui s'est passé avec notre Chinois. Je vais raconter son histoire, et ce sera la fin de mon exposé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est toujours la même chose, hein, c'est CRISPR-Cas, là, CRISPR. Je vais injecter la protéine qui est capable, avec son petit guide d'ARN, de reconnaître spécifiquement un gène à une position. Et je vais amener une petite séquence d'ADN pour modifier la séquence, réparer. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je fais comme tout à l'heure avec mes animaux, avec ma chèvre ou mon cochon. Je prends une future maman qu'on fait super ovuler, on fait de la fécondation in vitro, hein, ça se fait surabondamment. Au stade zygote, je vais injecter quoi? Ben, mes petits ciseaux moléculaires. Et puis, soit ça ne marche pas, soit ça marche à moitié, soit ça marche complètement. Toutes les cellules issues de celle-ci portent la mutation désirée. Et à ce moment-là, ben, celui-ci, il va porter ça jusqu'à la fin de ses jours, et ses enfants seront les dépositaires, les héritiers de cette modification génétique. Mais il y a un truc que je vous ai caché. C'est que je vous ai dit, ça marche super bien, ça marche super précisément. Oui, mais pas complètement. Et ça, c'est le point. Chez la souris, on se rend compte que, eh bien, je sais pas, c'est compliqué cette histoire-là, hein, cette diapo. Simplement ici, vous avez une séquence d'ADN, et partout où il y a des X en rouge, c'est des choses qui se sont passées et qu'on n'a pas prévues. C'est-à-dire des événements de combinaison, des événements de réarrangement, des délétions, des insertions dans le gène, là où la coupure a eu lieu, c'est pas vraiment l'événement de réparation qu'on voulait qu'il y ait eu lieu. Et qu'est-ce qui se passe avec notre Chinois? Bon, notre Chinois, évidemment, il a été conspué. Alors au départ, c'est très intéressant d'un point de vue sociologique, hein. J'ai absolument rien contre les Chinois, mais enfin c'est un peu un scénario qu'on a déjà entendu. Ils ont crié victoire, c'est magnifique, on est les premiers, et puis en fait, comme la communauté internationale a conspué le bonhomme tout de suite, ben, le gars, il a quand même fait 3 ans de prison. Donc il a été viré de son unif, il est allé en tôle. Alors qu'au départ, c'était un héros national, hein. Enfin bon, je sais pas si c'est rigolo, mais... Et donc, Yang Kui, évidemment, il a franchi une barrière éthique. On peut en parler après dans la discussion si vous voulez. Il a franchi une barrière éthique. Ce qu'il voulait faire, c'est vraiment des modifications amélioratives. Alors, quand on parle de thérapie, il s'agit de corriger, par exemple, le gène de Huntington. Je peux le corriger de manière somatique en faisant de la thérapie cellulaire. Je pourrais aussi décider, puisque je suis dépositaire de cette mutation, que mes enfants ne l'auront pas. C'est correctif. Je ne s'autorise pas à ça, bien évidemment. Mais ce que le Chinois a fait, c'est carrément de l'amélioration, hein, qu'on fait robotique. Quel était le but? Eh bien, il a inféré, sur des bases quand même rationnelles, que si on mutait ici une petite protéine qui est exprimée à la surface des lymphocytes, et qui est une protéine qui est reconnue par le virus du sida pour assurer l'infection. C'est comme le Covid, on a très bien étudié, d'ailleurs il y a des gens du labo chez nous qui travaillent là-dessus, qui permettent d'identifier quelles sont les protéines qui sont les portes d'entrée, si vous voulez, la serrure dans laquelle le virus met sa clé. Et notre Chinois, je dis toujours notre Chinois, c'est pas très sympa, mais c'est Yang Kui, c'est plus simple à dire que, voilà. Il a dit, mais si je mute ça, le virus du sida ne pourra plus rentrer. Et il s'avère qu'il y avait un monsieur et une madame, le monsieur était porteur du sida, ils avaient un projet parental. Il a dit, mais c'est magnifique, on va faire la fécondation in vitro, je vais corriger votre futur bébé. Il n'aura pas votre sida. Bon. Et c'est vrai que in vitro, ça marche. Quand je prends des lymphocytes in vitro et que je modifie la serrure, ben le virus, il ne rentre pas. D'accord. Mais ça fait fi, précisément, de toute l'inaccessible singularité. Si on se souvient de ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de la complexité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation simple entre une protéine et un caractère. Tout ce qui peut éventuellement influencer le fonctionnement de cette protéine. Et cette protéine, elle a bien un rôle. Son rôle, c'est pas d'accueillir le virus sida. Et en fait, effectivement, cette protéine-là, elle a plein de rôles. Si je mute cette protéine pour qu'elle n'accueille plus le virus sida, mais comment est-ce que ces autres rôles vont être affectés? Point d'interrogation. Et c'est quoi ces rôles? C'est plein de trucs. C'est dans la mémoire, ça intervient dans la lutte contre les infections, d'autres types, par exemple, en cas de toxoplasme chez la femme enceinte, toute une série de choses. Pourquoi? Parce que cette protéine-là, elle est au cœur de toute une série de régulations. C'est cette complexité que j'ai dépeint tout à l'heure. Et Yang Kui, il a modifié ça juste pour que le sida ne rentre plus. Et quoi?
Donc, les deux filles là, qui sont nées, Lulu et Nana, il y en a une troisième qui est arrivée après, elles sont nées, elles vivent, elles font l'objet d'un suivi médical, mais unique au monde. Parce qu'il y a un monitoring permanent pour savoir qu'est-ce qu'elles vont devenir. Et après, accompagnement médical pour savoir est-ce qu'elles vont se reproduire. Enfin, et alors, le pire, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, ce que Yang Kui voulait obtenir, c'est pas ça qu'il a obtenu. Il n'a pas obtenu la mutation qu'il cherchait. Tout d'abord, chez une des deux filles, c'est une mosaïque. Elle est composée de cellules qui ont été modifiées et de cellules qui ne le sont pas. Et chez l'autre fille, en fait, on a je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est la séquence de la protéine, ça c'est la séquence normale, c'est la première ligne, et en rouge, ou en tiré ici, c'est des trucs. Donc en rouge, c'est ce que les petites filles ont eu comme modification génétique et qui n'étaient pas celles prédites, a priori. Donc, voilà avec quoi on joue. Voilà avec quoi il joue. Alors, dans la mouvance, c'est en 2018, je pense, hein, et ça a fait le buzz en 2019. Il y a plein de gens qui disent on va faire la même chose, et maintenant il n'y a plus personne qui dit ça. Il y a un Russe qui a dit ouais, moi je suis quasiment prêt, etc. Il a fait le buzz dans Science, Nature, et j'ai retapé sur Internet, pour l'instant on entend plus parler de lui. Et donc voilà, satisfaction en Chine après la condamnation du père des bébés OGM. Effectivement, au départ on a considéré que c'était un grand héros, mais là il y a quand même une conscience éthique, alors qu'il n'est peut-être pas né au départ en Chine, mais nous nous interdisons de faire ça. Mais le débat est ouvert. Et il n'est pas certain que tout le monde va s'interdire de continuer à faire ce genre de choses, avec les risques qui sont attenants, c'est-à-dire qu'on n'obtient pas exactement ce qu'on veut, et deuxième risque qui est attenant, c'est que les conséquences, on les mesure sans doute pas toutes. Voilà, avec ça, je vous remercie et je prends les questions.